bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier extrêmement vivement Patrick Boucheron et le comité d'organisation de ce colloque de me donner cette très belle tribune au Collège de France et en même temps de permettre de faire entendre la voix de ce dont on a parlé hier surtout, mais qu'on entend peu. Et je suis extrêmement honorée d'intervenir après Annie Cohen-Sohalal qui a parlé de ce point de vue du déraciné, même si les déracinés dont je veux vous parler sont des anonymes. La migration crée ces anonymes, des hommes, des femmes qui, dans la guerre et l'émigration, ont perdu ou troqué leur nom contre une nouvelle appartenance à des catégories. Ce sont les migrants, les clandestins, les réfugiés, les exilés. Dans ses réflexions sur l'exil, Édouard Saïd historicise les exils et distingue les réfugiés d'aujourd'hui, produits, je cite, de conflits modernes et de migrations de grande ampleur, de l'ancien exilé, dont la figure lui évoque l'intellectuel créatif. Pourtant, chaque moment historique a son lot de migrations violentes et ses milliers d'anonymes, point de savants ou d'artistes qui auraient sublimé la désolation de l'exil. Ils perdent leur nom, car dans ce parcours, ils perdent leurs paroles. Ils sont dépossédés des mots et souvent de leur langue pour dire la souffrance et en proposer une expérience. En effet, le trauma les a sortis de l'ordre de la parole. Et pour cela, ils sont mis au banc du monde commun. Ce sont ceux qu'on ne comprend pas très bien. Au mieux, ils ont l'air désorientés et souffrants, et ils inspirent la pitié et la compassion. Au pire, ils ont l'air de fous et provoquent le rejet. Je vais vous parler des hommes et des femmes que je reçois dans la consultation de psychotraumatologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Ils sont majoritairement originaires d'une douzaine de pays que je vais donner ici dans la liste du plus au moins représentés en 2015. Sri Lanka, Bangladesh, Guinée-Conakry, Pakistan, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Tchétchénie, Nigeria, Somalie, Soudan, République démocratique du Congo et Éthiopie. La majorité de mes patients, terme consacré mais éminemment problématique tant il objectivise, sont donc des Tamouls du Sri Lanka, des Bangladais et des Peuls de Guinée-Conakry. Ils ont vécu des situations de violence extrême, des guerres ethniques, sectaires ou religieuses, des viols, des tortures, des blessures. Ils ont été confrontés de manière brutale à la mort de leurs proches et à la leur imminente. Les demandeurs d'asile sont orientés dans ce service sur la base d'un tableau clinique qui amène au diagnostic du traumatisme psychique. Le syndrome de stress post-traumatique, tel que consigné dans les classifications internationales de troubles mentaux, regroupe, je cite, l'ensemble des symptômes physiques et émotionnels liés à l'anxiété provoquée par la confrontation brutale, inattendue et intense, avec un événement exceptionnellement menaçant pour l'intégrité psychique et physique. C'est donc l'ensemble de ces symptômes physiques et psychiques et émotionnels. Ce trouble est accompagné d'une cohorte de symptômes, en particulier les reviviscences, les cauchemars où l'événement se répète, ainsi que les dissociations où le sujet échappe au souvenir de l'expérience trop bouleversante par des formes d'amnésie et un sentiment de dépersonnalisation. Ce trouble est bien identifié par la psychiatrie. Il a été spécifiquement décrit et codifié tout au long du XXe siècle à partir des tableaux des victimes de guerre. Le dernier rapport du COMED, le Comité médical pour les exilés, fait état d'un taux de prévalence du psychotraumatisme chez les exilés de 20 à 80%, avec une moyenne de 38%, le taux variant en fonction des pays d'origine. Il représente un tiers environ des pathologies prises en charge chez les exilés en France. Le tableau clinique du patient trauma, comme on l'appelle, est souvent aggravé par la vulnérabilité juridico-politique de ce dernier en attente de statut, par sa précarité économique et sociale et souvent la non-maîtrise de la langue française. Dans la consultation hospitalière, le critère médical est majeur. Or, dans la rencontre psychothérapeutique, on s'écarte du diagnostic pour proposer non pas une lecture des symptômes, mais une écoute du sujet. Cette écoute aborde le trauma, étymologiquement la blessure, moins par le choc traumatique que par la trace psychique, la répétition mortifère qui a enseveli les capacités de pensée du sujet et ses possibilités d'échange avec autrui. C'est cela qu'il faut restaurer, et il ne s'agit pas seulement de calmer les symptômes par psychotropes ou antidépresseurs. Pourquoi cette détresse ? Le trauma maintient le sujet dans un abîme, littéralement hors du temps et hors des limites culturelles,
hors de cette culture et de ces règles symboliques qui fondent le lien social et qui, d'une société à l'autre, définissent les frontières du tolérable et de l'intolérable, car ces règles sont brisées. Et c'est pourquoi, si le temps long est nécessaire pour appréhender les exils du sujet, de l'histoire, je vais toutefois m'intéresser ici à un immédiat de l'homme violenté par la guerre et la migration et m'attarder sur les 3 dimensions du trauma qui en font un sujet déshistoricisé, déterritorialisé et désocialisé. Le cas clinique qui va accompagner mon propos est celui de Raj, cas à la fois paradigmatique en ce que les symptômes sont partagés par les victimes et cas unique en ce que l'expression subjective de Raj dans sa manière de lutter contre le trauma est naturellement non transposable. Raj est un jeune homme tamoul de Sri Lanka qui a toujours connu la guerre. Que tu le veuilles ou non, toutes les familles tamoules sont engagées dans la guerre, précise-t-il. La consultation a lieu en tamoul avec un interprète, et c'est un élément essentiel sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder ici. Il a peu connu son père, qui était investi dans la lutte des tigres tamouls contre l'armée sri-lankaise, et qui, avant de disparaître, euphémisme qu'emploie Raj, euphémisme pudique, lourd de sous-entendus pour une population qui découvre les charniers, ne faisait que d'épisodiques passages dans sa famille avant de repartir se cacher. Plusieurs fois, Raj pense qu'il va être engagé lorsque les tigres viennent enrôler les aînés, mais il tient l'épicerie familiale, une cache qui peut servir. L'armée y découvre alors des armes. Il est accusé, il est emmené après un épisode d'intimidation où, devant sa mère et ses sœurs, on lui casse les dents. Comme ça, il arrêtera de mentir, précisent les bourreaux. Il est violé, torturé, les bras et le dos méthodiquement brûlés et les vertèbres cassées. Pour qu'il donne des noms, il est asphyxié, la tête dans un sac en plastique, une technique qui lui fait dire en consultation qu'il ne voit alors plus rien, seulement qu'il va mourir. Raj est venu plusieurs années en consultation sans manquer un seul rendez-vous pour essayer de sortir de la terreur des cauchemars, pour essayer également de se débarrasser de la torture qui pèse lourd dans son corps devenu étranger, plaie croûteuse et souillée, un corps qui le hante et un corps qui le rejette. C'est à ce temps du trauma et au progressif amarrage de Raj à une terre d'asile que je vais essayer de réfléchir. Méthodologiquement, c'est une entreprise risquée de s'intéresser au trauma du migrant, car ce que permettent la sociologie et l'anthropologie, les disciplines de formation, donc ce qu'elles permettent de traiter d'un fait social comme d'une chose, pour reprendre l'aphorisme durkheimien, les approches psychologiques et psychanalytiques ne le permettent plus. Elles questionnent la manière dont nous construisons l'autre en engageant chaque sujet de la rencontre comme partie prenante de cette construction, par son transfert et par ses projections. Or, comment se tenir devant la douleur des autres, pour reprendre le titre éponyme de Susan Sontag, sans être d'une part un spectateur, sans être d'autre part pris soi-même par l'effroi. Double effroi, puisque le trauma est à la fois l'épouvante du sujet qui se répète là, dans la rencontre, et l'épouvante de celui qui est pris dans ce regard, pétrifié comme la victime de Méduse. Jorge Semprin, cet homme politique espagnol, écrivain, auteur de l'écriture ou la vie, tentait d'expliquer l'effroi des 2 soldats qu'il croise ce matin de libération au sortir du camp de Buchenwald, écrit « C'est l'horreur de mon regard qui révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard fou, dévasté. » La rencontre avec le patient est empreinte de cette détresse. Lors des premières consultations, Raj ne veut ou ne peut regarder. Il garde les yeux baissés et en même temps le silence. Cet homme est effrayant par sa posture qui renvoie à son effroi intérieur, autant qu'il est lui-même effrayé par son propre effroi. Le premier des centrages auxquels nous sommes conviés prend effet dans cette rencontre initiale qui nous écarte, à mon avis, de toutes les catégories que nous convoquons aujourd'hui pour penser les réfugiés et les migrants. Qu'il me soit permis ici de citer Eri De Luca dans un texte magnifique sur le rôle de l'Europe dans les noyades des migrants. À force de naufrages, sur terre comme sur mer, l'Europe a progressé dans son vocabulaire. Au début des naufrages, elle utilisait le mot clandestin. Bien des massacres plus tard, elle a appelé ces personnes migrants, puis exilés, puis réfugiés, même si le refuge n'est accordé que dans peu d'endroits. Pour les noyer, pour les asphyxier dans les camions, ce sont de grandes satisfactions. Avec leur corps, avec leur vie semée comme de l'engrais, ils ont modifié le vocabulaire de l'Europe. Fin de citation. Chacune de ces classifications traduit ici la pensée du chiffre et la peur des grands nombres, le migrant, là l'obsession administrativo-politique, le clandestin, le demandeur d'asile, le réfugié, ou la nécessaire distance du chercheur, les personnes, les exilés. Ces catégories sont éminemment idéologiques, pas sociologiques. Elles viennent servir des politiques et souvent fichent des positions. Que faire de ceux qui restent? Les noyer, les asphyxier, les corps anonymes.
La violence des catégories vient de ce qu'elles essentialisent ces populations, les typifient et redéfinissent l'objet en même temps qu'elles tentent de le définir. Elles réduisent l'autre à ce à quoi la société d'aujourd'hui souhaite le réduire, ou victime, ou suspect. Car la manière dont nous construisons les contours de l'autre, l'étranger, est notre manière de le tenir à distance. Lister, classer, définir, cela permet de faire disparaître l'étranger comme menace, et donc de le faire disparaître tout court. Désigner l'étranger ou l'alien, c'est littéralement l'asservir, l'aliéner. Aliénation, car il ne s'agit pas seulement, par les processus d'imposition, de déposséder le sujet de lui-même, il s'agit, comme l'exprime Gilles Deleuze, de déposséder le sujet du monde, de le rendre anonyme. Quelle catégorie puis-je donc utiliser qui ne trahisse pas son objet? Je vous parlerai d'un sujet en quête d'une terre de l'asile, car cette précision syntaxique permet de dépasser la catégorie administrative du demandeur d'asile pour entendre un sens plus littéral. Être en quête de l'asile, c'est espérer sortir de l'illégalité, traduction juridico-administrative de l'illégitimité. C'est espérer sortir de la précarité, situation de dépendance dans laquelle se trouve le migrant. C'est espérer sortir de la souffrance insensée, du gouffre traumatique. Lorsque Raj arrive en consultation en 2012, amené par un de ses compatriotes inquiets de ses réactions bizarres, il est à la rue depuis plusieurs mois, car ses amis avec lesquels il partageait une place dans un petit studio ont peur de cet homme sombre qui exprime une forme d'apathie solitaire le jour, de violentes crises auto-agressives la nuit, où il se déchire la peau des jambes et des bras pour se sentir vivant. Raj a été plusieurs fois entendu par les autorités suédoises d'abord, puis françaises, et le fait qu'on ne le croit pas le plonge dans une dépression sévère. Il ne sait plus pourquoi il est là, je cite, il ne sait plus ce qu'il doit dire, pris dans la logique de la preuve qui caractérise les entretiens administratifs. Il conclut qu'il n'a plus sa place nulle part, et même sa parole lui a été retirée. Afin d'appréhender la violence psychique qui est en jeu, il est nécessaire de qualifier le trauma. Il possède certes une dimension quantitative d'agression intensément brutale, mais ce qui le qualifie est d'abord une dimension qualitative. Il est le fait d'homme. Il est intentionnel. Il doit être distingué d'un trauma accidentel, un tremblement de terre, un incendie, par exemple. Violence de guerre, exactions meurtrières des gouvernements dictatoriaux, conflits ethniques, violences religieuses, trafic humain, le trauma intentionnel se caractérise par l'inversion ou la destruction des règles d'organisation sociale et familiale, par la cruauté et par la perversité de l'acte. C'est le voisin qui dénonce, c'est le père qui viole, ce sont les enfants soldats. Les frontières qui distinguent l'homme de l'animal, le vivant du mort, vacillent. Les invariants anthropologiques qui régulent les sociétés sont renversés. Les patients, en évoquant les tortures, disent « on ne fait pas ça à un animal ». Ils disent qu'ils ont vu la mort. « Je croyais que j'allais mourir », dit Raj. Le trauma intentionnel se double d'une seconde violence, celle potentielle de la migration, qui peut ajouter la perte, à la fois réelle et symbolique, des lieux de sens culturel. Les demandeurs d'asile qu'on rencontre dans cette consultation ont pour la plupart franchi les frontières au cours de périples longs et épuisants. Les traversées sur des routes sans fin, dangereuses, sur des embarcations de fortune, dans la faim et le froid, la maladie, la dureté des passeurs pour gérer les récalcitrants, les malades jetés par-dessus bord, tout ce que rapportent les médias est bien loin encore des détails évoqués par les patients en consultation, qui prennent des dimensions d'autant plus angoissantes qu'ils sont là, vivants, qui racontent et s'entendent raconter la mort. Les équipées funestes se poursuivent en France, car les demandeurs d'asile sont pour certains, ou risquent pour certains, leur vie s'ils sont arrêtés et reconduits dans leur pays. Raj a été reconduit une première fois par la Suède au Sri Lanka, après un refus d'attribution d'asile, et il a été, dès l'atterrissage, arrêté, emprisonné, torturé, de sorte à éliminer définitivement ses velléités d'opposant. Envisager une possible reconduction à la frontière de France, pour lui, le conduit aux limites de la folie. Beaucoup revivent dans l'espace d'arrivée une partie de ces violences qu'ils fuyaient, par exemple dans la brutalité des passeurs ou des brutalités policières. Le trauma ne cesse de se réactualiser. Du périple, les demandeurs d'asile retiennent d'abord le péril, autrement dit la rencontre avec la mort, sans retour possible, puisque l'expérience est inscrite dans leur corps et dans leur psyché. Le trauma se situe dans un en-deçà des symptômes visibles, que sont les troubles du sommeil, que sont les reviviscences, l'hypervigilance, les stratégies d'évitement, l'impression de confusion. Les médicaments ne suffisent pas. Raj, désorienté par la première consultation psychothérapeutique, alors qu'il vient supplier qu'on le médicamente pour qu'il arrête de penser, ce sont ses mots, précisera quelques semaines plus tard sa terreur de sentir le mal incubé en lui et ce mal reprendre dès qu'il arrête les somnifères ou les anxiolytiques qui l'assomment. Les bourreaux le pourchassent, ces bourreaux sont dans sa tête.
Pour sortir de la répétition traumatique, un autre décentrage consiste à faire émerger le sujet comme un acteur. Il y a eu un choix dans ce qu'on appelle improprement les migrations forcées ou involontaires. Un choix d'abandon, certes, mais un choix. Et ce travail psychothérapeutique va s'efforcer d'élaborer comme décision de survie nécessaire et censée ce départ. Pour penser cela, il faut restaurer les cadres spatio-temporels et culturels du sujet avec lui. Je vais donc vous parler du trauma comme d'une expérience qui bouleverse ces cadres spatio-temporels. Le trauma comme un hors-temps d'abord. Les premiers mois de la consultation, Raj passe beaucoup de temps à marcher, à errer, de square en jardin public. Il dit en consultation, et ceci est une transcription littérale à nouveau, « Je ne sais pas où je suis toujours ailleurs, dans ce qui s'est passé, je suis perdu dans le temps. » Le trauma a bouleversé les différentes temporalités du sujet. L'histoire chronologique, le passé, le présent, le futur, a été accidentée et le sujet est arrêté dans un passé confondu au présent. Le trauma met en péril ce sentiment de continuité d'existence, ce qui fonde l'identité narrative, chère à Paul Ricoeur. La dimension qualitative du temps vécu, où s'inscrit véritablement l'individu, celle d'un éprouvé de la durée, se trouve engouffrée dans la dépressivité proche de la mélancolie qui s'abîme dans l'immobilité. La mort est désormais inscrite au cœur du vivant. Et c'est ce que dit très bien Jörg Samprin du camp, où il a rencontré la mort, où il a fait l'expérience de la mort. Je le cite, « Car la mort n'est pas une chose que nous aurions frôlée, côtoyée, dont nous aurions réchappé, comme d'un accident dont on serait sorti indemne. Nous l'avons vécu. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas partageable, à peine compréhensible, puisque la mort est pour la pensée rationnelle le seul événement dont nous ne pourrons jamais faire l'expérience individuelle, qui ne peut être saisi que sur le mode du futur antérieur, et pourtant nous aurons vécu l'expérience de la mort. » Fin de citation. Le sujet du trauma est inscrit dans une quatrième dimension du temps, arrêtée dans le futur antérieur, où la mort est certaine. Raj passe un premier entretien à l'OFPRA, dont il ne garde quasiment aucun souvenir. Il a décompensé, selon la terminologie psychiatrique. Il était pris par les reviviscences, par le vécu de la scène traumatique qui a submergé le présent de l'entretien. Il se souvient seulement que l'officier de protection lui a demandé de raconter précisément ses pointages dans les camps militaires singalais. On lui a ensuite demandé de raconter ce qui s'y passait. Soudain, il a dit qu'il n'a plus vu autre chose que le lieu de torture et la mort s'approcher. Il s'est alors mis à hurler, de la même manière que dans la nuit, lorsqu'il dort, le retour du trauma le fait hurler. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Le trauma est répété dans l'exil, qui place le demandeur d'asile, initialement en tout cas, comme un suspect dans la société d'accueil. La migration est alors vécue, non pas tant sur le mode de la déterritorialisation, pour travestir l'expression de Gilles Deleuze, que d'une exterritorialisation, car il n'y a pas de nouvelle inscription dans un territoire. L'arrivée sur la terre dite d'accueil se fait sans identité politique. La condition incertaine de celui qui n'a pas de statut de réfugié, qui est tributaire des décisions étatiques de protection et d'attribution du droit de séjour, exude une souffrance proprement politique, qui est celle de l'illégitime, de l'apatride, du déraciné. Sa situation le place dans la dépendance précaire, au sens que rappelle le psychanalyste Paul Laurent Assoun de précarius, ce qui s'obtient par la prière, celui qui est dans la demande, dans l'assujettissement à l'autre, dont il espère recevoir de l'aide. Ce sentiment d'illégitimité est avivé par la rencontre avec un autre système culturel qui peut bouleverser des repères et aviver le sentiment d'isolement, d'autant que les patients sont psychiquement isolés par le trauma. Même si leur communauté est implantée en France et que celle-ci partage une histoire collective, le drame des Tamouls du Sri Lanka, ils ne font partie d'aucun collectif, ni du leur au pays qu'ils ont fui, ni de la diaspora tamoule installée en France depuis des décennies, ni même, et c'est là l'élément destructeur, du groupe de compatriotes qui ont fui comme eux. Le trauma individuel désolidarise en induisant des récits impossibles à partager. Ce sont les termes de Boris Cyrulnik. Pour le sujet, ce qu'il a vécu le rive à lui-même et le coupe de l'autre. La relation d'objet a été rompue, ses capacités relationnelles sont bouleversées, le sujet est renvoyé à la violence interne, il est privé de parole. Freud, Winnicott, plus récemment Lacan, ont qualifié de DZ cet état d'impuissance de l'infance, le tout petit enfant, impuissance absolue de celui qui ne parle pas lorsqu'il est abandonné par un environnement qui ne le soutient pas. C'est ce sentiment de DZ qui ressurgit dans la dépressivité du sujet, réduit à l'impuissance et au silence. Ainsi, la notion de trauma semble bien restrictive si elle ne réfère qu'à l'atteinte psychique. C'est un trauma de vie dans toutes ses dimensions, c'est une crise au sens étymologique, c'est une rupture d'équilibre. Pour localiser le sujet dans l'expérience singulière de la crise, l'ethnologue et psychiatre italien Ernesto Di Martino cristallise la présence
comme ce sentiment élémentaire de soi, cet élan situé à la racine existentielle de la vie culturelle. Celle-là est intimement menacée dans le trauma et la migration. Il y a alors chute de la présence, crise, activée par la violence politique, par la rupture du sentiment d'appartenance à la même humanité que celle où se produit la violence. Le sujet perd la sensation de sa présence au monde. Cette crise est d'autant plus vive que la migration érode le socle culturel qui permettrait de soutenir le sujet. Ce qui vient agresser Radj et rouvrir à la blessure, ce sont moins les formes de suspicion et de rejet dont il fait l'objet, par celui qui change de place dans le métro lorsqu'il s'approche, de cet autre qui ne s'arrête pas s'il demande un renseignement. Il est noir, il est sale, il est étranger, il ne parle pas français, il sait tout cela. Ce qui l'atteint, ce qui le terrasse, c'est de ne plus se sentir soutenu par sa propre culture, par un système social qui donnerait sens à sa situation, à sa présence. Il est désolidarisé du combat qu'il a mené. Du reste, il n'était pas combattant, à peine sympathisant. Il a été pris dans cette guerre. Aujourd'hui, sa propre position ambivalente de victime l'empêche d'être plus actif ou de soutenir le regard des autres Tamouls qui ne l'identifient pas et qui le croient simplement fou. La culture de Radj n'admet pas cet homme possédé par ses démons, car les démons ne peuvent qu'être dangereux pour le groupe social, que ces démons s'appellent le mauvais sort, les esprits, les bizarreries ou la tension. Alors, comment trouver la terre de l'asile ? Pour parler du demandeur d'asile comme du sans-papier, il a souvent été évoqué la figure de l'homo sacer, théorisée par Giorgio Agamben, en référence au statut des esclaves de la cité grecque, homme tuable, entièrement dépendant du pouvoir souverain. Par opposition à la vie nue biologique, Zoé, la vie qualifiée, bio, et celle du sujet qui porte un nom, une filiation, est reconnue par l'autre, s'inscrit dans une tradition historique et a droit de cité. En théorie, la situation des demandeurs d'asile rappelle celle de la vie nue de ces hommes tuables, puisqu'on a affaire à des non-citoyens, rejetés de leur pays, situés dans un espace-temps conditionnel en France, tributaires d'une décision pour exister politiquement. Toutefois, adopter cette conception, c'est prendre le risque de désubjectiviser l'homme qui a fait le choix de partir, de quitter sa terre et les siens, qui vient tenter ses papiers ou le recours, qui vient faire entendre sa parole. Cette référence pourrait faire oublier que ces hommes ne sont pas des victimes passives, mais des hommes libres, et que c'est précisément leur subjectivité, une fois retrouvé l'espace de parole, qui leur permettra de s'inscrire à nouveau dans un espace politique. Le demandeur d'asile qu'on rencontre en trauma n'est précisément pas l'esclave. En revanche, il est un homme en lutte avec la mort. Comment trouver la terre de l'asile, l'asylum, le lieu inviolable, le refuge ? Comment être présent au monde malgré les aléas de l'obtention des papiers et malgré la précarité ? La grande majorité des patients qu'on a en consultation n'ont pas leurs papiers et ne les auront pas. C'est le travail clinique de proposer aux demandeurs d'asile, souvent déboutés de l'OFPRA et de la CNDA, qui ont épuisé les aides et les allocations, qui sont quelquefois à la rue, de partir en quête d'une terre de l'asile et de trouver leur place de sujet. Dans la consultation, en rentrant dans l'ordre de la parole, ils se retrouvent acteurs de leur parcours et surtout de leur discours, libérés d'une posture victimaire. Par le procès de la parole, le sujet peut renouer avec l'expérience du temps. Non seulement son histoire se tisse dans la successivité de la narration, mais elle retrouve l'épaisseur d'une expérience qui se trame en écho au tissu d'expériences passées, et elle pose là la question du sens où il a été dévasté. Dans l'espace clinique, le sujet renoue aussi avec l'expérience de l'autre, du tiers. Radj dit avec plusieurs mois que c'est la première fois qu'il a l'impression d'avoir une place quelque part. Aujourd'hui, Radj va bien, si on peut dire, connaît ses fantômes, a façonné ses propres outils psychiques pour se sortir de ses crises nocturnes. Il sait alors convoquer les pensées, les mots, qui le réveillent du gouffre traumatique. Il sait qu'il n'est pas seul. Pourtant, au terme de son long parcours psychothérapeutique, Radj est désormais saisi d'une autre peur, qui ne relève ni du trauma, cette fois-ci, ni de l'effroi. Il a peur de l'oubli. Il a peur d'oublier son histoire, peur que ses futurs enfants ne la connaissent pas, peur que vous ne le croyiez pas, peur que vous ne sachiez pas. Après des années passées à tenter d'oublier son histoire pour survivre psychiquement, Radj peut aujourd'hui la porter. Comment conclure autrement que sur cette rencontre avec l'histoire de Radj ? La question des réfugiés n'est pas seulement du ressort du savoir académique, bien sûr, ou de l'aide humanitaire, c'est le lieu politique d'un dramatique malentendu actuel sur la place de l'autre dans notre société, sur la culture dans un monde en proie à la violence pulsionnelle. Parce que la violence et la migration viennent détruire les cadres spatio-temporels et culturels
qui organise la vie psychique et sociale du sujet, ce dernier, pris dans le trauma, est déshistoricisé, déterritorialisé, désocialisé. C'est sa présence au monde qui est ébranlée, c'est sa légitimité à être. Ce que nous enseigne la clinique, c'est une possibilité de créer un cadre, possible, pour reprendre place dans le monde commun. Les demandeurs d'asile s'accrochent à ce cadre, à la relation avec le clinicien, à ce qu'ils peuvent retrouver d'eux-mêmes et de leur culture dans cette consultation. Pour sortir du trauma, cette proposition est essentielle. Accueillir les demandeurs d'asile ne se réduit pas, me semble-t-il, à leur donner de quoi manger, dormir, se vêtir, les accompagner dans leur parcours administratif, ce que fournissent bien les associations aux pauvres airs qui débarquent dans les camps de réfugiés. L'écoute du sujet est un besoin aussi essentiel que ses besoins élémentaires, aussi essentiel à la vie d'homme. Merci beaucoup.